Ces activistes ont fait prendre conscience au monde entier que les lesbiennes existent. Dans les années 1980, elles ont créé la toute première et la seule organisation internationale de lesbiennes qu'on ait jamais connue. Leur lutte, elle n'est pas racontée dans les livres d'histoire, et on sait très peu de choses sur leur mouvement. Mais j'ai pu enquêter sur ces femmes et j'ai découvert le récit fou de militantes en avance sur leur temps. Je te propose de découvrir leur histoire pendant un voyage de 4 épisodes. Je te raconterai d'abord la grande dispute qu'elles ont eue avec les militants gays et qui a explosé à Turin, en Italie. On ira ensuite jusqu'à Nairobi au Kenya où ce sont les lesbiennes et pas les hommes gays qui ont réussi à introduire la question de l'homosexualité à l'ONU. On reviendra après en Europe, plus précisément à Genève. C'est là qu'un petit collectif lesbien local a organisé la plus grande conférence de lesbiennes de l'histoire. Je te raconterai finalement pourquoi cette conférence genevoise s'est terminée dans la douleur et pourquoi le mouvement ne s'en est jamais vraiment remis. Lesbians of all colors and of all continents stood up clearly and stated their situation. C'était une des plus internationales fêtes de femmes que j'ai jamais vues de ma vie. Mes recherches se basent sur le travail d'historiennes et historiens, mais surtout sur des documents d'époque. Beaucoup de ces sources sont conservées ici, aux archives contestataires à Carouge. Pendant des mois, j'ai fouillé dans des rapports, des lettres et un tas d'autres documents pour établir les faits. Si certaines des militantes de l'époque sont décédées aujourd'hui, d'autres sont toujours bien actives. J'ai même pu en retrouver une qui a été d'accord de me confier son témoignage hors caméra, ce qui m'a permis de recouper mes informations. Une précision importante, je vais reprendre les termes utilisés par ces lesbiennes à l'époque. Si elles mentionnaient pas ou rarement les personnes bisexuelles, transgenres ou non-binaires, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas dans leur mouvement. Dernière chose avant qu'on se lance, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour illustrer cette histoire. Ça m'a permis de générer des images auxquelles on n'a plus accès ou qui n'existent pas. Et ça m'a aussi aidé à anonymiser les militantes dont je vais parler. En tant que journaliste, je dois respecter des règles de déontologie. C'est par exemple mon devoir de préserver la vie privée ou le droit à l'image des lesbiennes de cette histoire, donc je peux pas montrer leur visage. Si dans certains cas je mentionne leur nom, c'est qu'il s'agit de figures publiques ou qu'elles ont elles-mêmes dévoilé leur identité au grand jour. J'ai parfois modifié les archives avec l'IA, ou alors je me suis basé sur des images d'époque pour en générer d'autres qui soient le plus fidèles possible à la réalité. Mon devoir en tant que journaliste, c'est aussi d'être transparent, donc l'utilisation de l'IA générative sera à chaque fois indiquée. Bon, en 1978, le drapeau arc-en-ciel fait son apparition dans le mouvement de libération gay. Un autre événement important de cette année, mais qu'on connaît un peu moins, c'est la création de l'International Gay Association, ou IGA, à Coventry, au Royaume-Uni. Problème, aucune femme n'est présente. Un an plus tard, par contre, 3 lesbiennes participent à un meeting de cette nouvelle organisation à Brighton. Parmi elles, Sylvia Boren, une militante lesbienne. Elle est venue des Pays-Bas un peu sur un coup de tête pour accompagner sa copine. Elle sait pas encore qu'elle se lance dans une aventure qui va marquer l'histoire des lesbiennes du monde entier. Là-bas, en Angleterre, face à une majorité de militants masculins, Sylvia Boren et ses 2 camarades féminines, elles tiennent un atelier sur l'égalité des genres. Si les hommes gays veulent vraiment avoir des femmes dans leurs organisations, ils devront prendre conscience de leur propre comportement sexiste à l'égard des lesbiennes et des femmes en général. Sylvia rentre ensuite à Amsterdam, où elle vit et milite avec sa copine. Là, elle se fixe un objectif, inviter autant de lesbiennes que possible à la prochaine conférence de l'IGA qui aura lieu en Espagne. Internet n'existe pas à l'époque, donc elle envoie des lettres à tous les collectifs et magazines de femmes et de lesbiennes qu'elle peut trouver sur la planète. Ces efforts fonctionnent parce qu'au printemps 1980, 45 femmes convergent dans la périphérie de Barcelone pour la 2e conférence de l'IGA. Cette fois-ci, en Espagne, les lesbiennes représentent près d'un tiers des personnes présentes. Malgré cette première, les militantes, elles enchaînent les déceptions. La conférence est trop chère, les sujets qui les concernent, comme la maternité ou le sexisme, sont laissés de côté et elles se plaignent que les militants gays préfèrent flirter plutôt que bosser. Il est aussi question d'ajouter un L pour lesbienne à l'acronyme de l'IGA, mais une majorité s'y oppose après d'intenses débats. Ces nombreuses frustrations, elles poussent Sylvie et ses camarades à créer un secrétariat qui s'occupera spécifiquement des questions lesbiennes au sein de l'IGA. Il sera nommé ILIS pour International Lesbian Information Service. Ce service international d'information lesbien, il aura 2 buts. 1. Partager des renseignements sur les lesbiennes dans le monde. Et 2. Coordonner des actions pour leurs droits à l'international. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais il faut bien se rendre compte que ces 2 objectifs, c'est du jamais vu pour l'époque. En 1980, les lesbiennes sont complètement invisibilisées. En Suisse romande, par exemple, en cherchant dans les archives de la télévision et de la radio, j'ai trouvé seulement 4 mentions des lesbiennes avant 1980. En gros, leur existence était soit taboue, soit complètement niée dans le grand public. Et à cette époque, il y a encore des polices cantonales qui fichent les personnes homosexuelles en Suisse. Ok, retour en Espagne. Sylvia et ses compatriotes néerlandaises, elles acceptent de prendre la charge du tout nouveau secrétariat de l'ILIS à Amsterdam.
Mais le vrai défi qui les attend, c'est l'organisation de la toute première conférence de Lilith, et elle aura justement lieu chez Sylvia, dans la capitale des Pays-Bas. En préparation de la conférence, Sylvia, elle anticipe que la question du séparatisme sera au centre des débats. Les lesbiennes séparatistes, elles veulent prendre leur distance avec les hommes pour que le mouvement lesbien devienne autonome. Elles veulent donc quitter l'IGA. Sauf que Sylvia, elle est plutôt favorable à la cohabitation. Pourquoi ? Elle en a souvent marre de ces pères masculins, mais ils ont fait des progrès sur le sexisme et surtout, elle se rend compte que travailler dans une organisation mixte, ça a pas mal d'avantages. Ça permet par exemple aux lesbiennes de profiter des ressources et des privilèges des hommes gays qui sont souvent mieux financés. Sylvia et ses camarades se mettent donc d'accord sur une stratégie anti-séparatisme. Elles vont organiser une conférence qui devra servir d'exemple en inversant les stéréotypes de genre. Les hommes gays du COC, c'est le collectif néerlandais auquel appartient Sylvia, sont chargés de faire la cuisine, ils écrivent les procès-verbaux et s'occupent même d'une crèche pour que les mères lesbiennes puissent participer aux discussions. Bon, finalement, ils doivent babysitter un seul bébé, qui vient d'ailleurs de Suisse. En tout, 17 pays sont représentés par 70 lesbiennes qui viennent à Amsterdam. Elles prennent possession d'une auberge de jeunesse du centre-ville pendant les derniers jours de l'année 1980. La question du séparatisme, elle est pas résolue par les efforts des bénévoles gays, mais les participantes se mettent d'accord sur un compromis. Lilith se réunira en non-mixité avant les prochaines réunions de la LGA pour que les séparatistes puissent éviter d'interagir avec les gays tout en laissant les autres collaborer. C'est une victoire pour Sylvia qui clôture la conférence avec une disco du Nouvel An. Mais cette victoire, elle est que de courte durée. Tout va basculer à Turin en Italie lors de la conférence suivante de l'IGA en 1981. Les hommes gays ont finalement refusé de financer la pré-conférence des lesbiennes et ils monopolisent le week-end. Ça force les lesbiennes à se réunir en semaine, ce qui empêche celles qui travaillent de participer. La réunion de Lilith a lieu dans une maison délabrée par manque de financement, alors que la conférence de l'IGA se tient dans un luxueux hôtel avec piscine. Parmi les plus de 200 militantes présentes, on compte 150 italiennes, clairement majoritaires, c'est important pour la suite, et une finlandaise. Je te mentionne cette finlandaise, Eva Isaksson, parce qu'elle va devenir importante pour Lilith. Eva, elle étudie la physique théorique, et elle s'est jamais aventurée hors de Scandinavie avant de venir à Turin. Ses camarades activistes gays lui ont proposé de payer son voyage et elle a sauté sur l'occasion. Comme elle est sourde et qu'il n'y a pas d'interprète en langue des signes, Eva raconte qu'elle a d'abord rien compris au débat pendant la conférence, qu'elle décrit comme chaotique et désordonné. Comprenant très peu de ce qui se passait, je me contentais d'observer les étranges passions d'Europe centrale s'enflammer. Ça a duré jusqu'à ce qu'un soir, une femme néerlandaise s'assoie près de moi et m'écrive tout ce qui était dit. Tu l'as peut-être deviné, cette femme néerlandaise, c'est Sylvia. Elle prend le temps de retranscrire les débats enflammés qui opposent deux camps. D'un côté les italiennes séparatistes, et de l'autre, sa propre équipe des Pays-Bas, pro-cohabitation. Les italiennes, elles sont très nombreuses, mais aussi très énervées, parce qu'elles viennent de couper les ponts avec leurs camarades masculins. Elles supportaient plus ce qu'elles appellent la macho-drama des hommes gays, et elles ont donc quitté le collectif mixte Fuori quelques semaines avant la conférence. Elles exigent une scission avec l'IGA, parce que c'est selon elles le seul moyen de vraiment lutter contre l'hétéropatriarcat. En face, les néerlandaises, elles se veulent plus pragmatiques. Elles rappellent que malgré les belles paroles, beaucoup de collectifs membres de Lilith n'ont pas payé leurs cotisations. Et aucun groupe ne s'est porté volontaire pour reprendre le secrétariat alors qu'Amsterdam veut passer le flambeau. Pour Sylvia, c'est bien beau de vouloir s'écarter de l'IGA, mais pour l'instant, Lilith ne survivrait pas sans les ressources mises en commun par les hommes gays. Les participantes débattent aussi de vocabulaire. Pour les séparatistes, il faut revendiquer le terme de lesbienne, alors que d'autres femmes s'identifient aussi comme gays et ne veulent pas que les hommes puissent accaparer ce terme. Sans oublier les bisexuels, dont Sylvia fait partie et qui ont leur propre sensibilité. Quand l'heure du vote arrive, le camp des italiennes l'emporte. Lilith devient indépendante. Selon Eva, c'est un choc dont les néerlandaises ne se sont peut-être jamais remises. Leurs avertissements sont quand même entendus parce que les participantes s'engagent à payer leurs cotisations pour de vrai à l'avenir. Les néerlandaises, elles restent actives dans les deux organisations, ce qui veut dire qu'elles ont deux secrétariats à gérer, celui d'Ellis et celui de l'IGA qui disparaît pas. Mais Eva se porte volontaire pour prendre le relais. Elle promet qu'elle va gérer les affaires courantes du réseau, maintenant indépendante depuis chez elle en Finlande. Est-ce qu'elle va réussir à relever le défi? On le verra dans le prochain épisode. Hey, j'espère que ça t'a plu, abonne-toi pour pas rater les épisodes suivants dès la semaine prochaine et n'hésite pas à faire tourner cette vidéo autour de toi. Si tu veux en savoir plus sur mes sources, tu peux aller consulter mon travail de bachelor en histoire internationale que j'ai consacré à Lilith en 2022 à l'Uni de Genève. Et si tu te poses des questions sur la déontologie journalistique et l'IA, j'ai justement bossé dessus pour mon mémoire de master en journalisme à l'Uni de Neuchâtel cet été. Les deux documents sont dispo sur ResearchGate. On se voit dans les commentaires.